Bonjour à tous et bienvenue dans The Melting Pot. Nous voici dans une deuxième vidéo. J'espère que vous avez apprécié la première malgré des débuts un peu hésitants et un ton un peu monocorde. J'espère que je ferai mieux, déjà en bafouillant un peu moins, ce serait bien. Comme promis, je vais aujourd'hui vous parler de la saison 2 de Doctor Who qui a été jugée comme l'une des meilleures saisons car beaucoup de ces épisodes comprennent des références internes et de très bons moments scénaristiques. La saison 2 permet l'introduction du 10e Docteur à la conclusion de la première campagne, Rose Tyler. Petite précision, le terme de compagne ne veut pas forcément dire romance, c'est une traduction littérale que je fais ici par rapport à un terme anglais utilisé, companion, qui peut se traduire par compagne ou compagnon de voyage. Dans la saison 1, nous n'avions aucun rapport amoureux entre Rose et le docteur, juste une affection amicale et une forte confiance. C'est un élément qui va changer dans la et les saisons suivantes, ce qui n'est pas toujours du goût des fans de la série. En effet, le motif de la romance entre les personnages principaux masculins et féminins peut marcher auprès de certaines personnes, mais pour d'autres il agace. Parmi les exemples récents, on peut citer Brennan et Booth de la série Bones, Jane et Lisbonne de Mentalist, Castle et Beckett, etc., etc. Ici, dès le premier épisode, Rose embrasse goulûment le 10e docteur, certes car elle est possédée par Lady Cassandra O'Brien, mais quand même, ce sera le premier d'une longue série car Tennant se fait très souvent embrasser ou alors il l'embrasse, ce sera d'ailleurs un running gag. Comme précédemment, j'ai choisi pour vous les épisodes les plus marquants de cette saison, ce qui a été particulièrement difficile car tous les épisodes au nombre de 13 sont vraiment super. Je vais devoir saboter une fois encore un épisode dit historique sur Madame de Pompadour, comme celui de la saison 1 avec Charles Dickens, pour aller uniquement sur l'évolution des personnages. Je vais quand même rapidement l'évoquer car il est important mais pour d'autres raisons. De ce fait, je me focaliserai sur les épisodes suivants. L'épisode de Noël 2005, l'invasion de Noël, l'épisode 2, un loup-garou royal, l'épisode 3, l'école des retrouvailles, les épisodes 5 et 6, le règne des Cybermen, les épisodes 12 et 13, l'armée des ombres et Adieu Rose. Épisode de Noël 2005, l'invasion de Noël, The Christmas Invasion. La saison 2 commence en fanfare avec un épisode spécial de Noël, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Ces épisodes, que nous reverrons à chaque Noël car ils ont eu beaucoup de succès, sont souvent appelés épisode 0 car elles concluent et font démarrer de nouvelles intrigues. À la fin de la saison 1, le 9e docteur serait généré en 10e docteur de manière très rapide afin de nous coller un cliffhanger. Qu'est-ce qu'un cliffhanger? C'est un suspense très intense de fin de saison qui procure un sentiment de frustration auprès du public. À cause de ce cliffhanger, nous n'avons pas vu grand-chose de David Tennant en tant que 10e docteur. Le TARDIS, qui avait été auparavant programmé pour amener Rose chez elle avant que celle-ci le sabote pour pouvoir aller à la rescousse du docteur, retrouve sa destination initiale au soulagement de Jackie, sa mère, et Mickey, qui la croyaient morte. Ils ont en effet disparu pendant plusieurs mois et reviennent le jour de Noël. Ces derniers ne reconnaissent pas le héros et pour cause. De plus, sa régénération se passe mal et il fait souvent des malaises. Forcément, quand on a avalé une partie de l'âme du TARDIS, on a une indigestion. Rose, qui a un peu de mal avec ce nouveau docteur qu'elle ne connaît pas, et Mickey le laissent se reposer, mais sont rapidement attaqués par des Pères Noël munis de lance-flammes et par un sapin télécommandé transformé en scie circulaire. Dans un demi-coma, le docteur a à peine le temps de signaler que ces menaces ont été attirées par la puissance qu'il dégage par sa régénération. Imaginez que vous sentez le fumet d'un délicieux repas et que ce dernier vous attire à la cuisine. C'est le même phénomène, mais dicté ici par la puissance et non la faim. Au même moment, et qui n'a rien à voir, nous retrouvons Harriet Jones, un personnage que j'ai malencontreusement dû mettre de côté lors de ma précédente vidéo, mais que je vais vous décrire ici. Dans la saison 1, alors députée de circonscription, elle aide le docteur et Rose à déjouer le plan de vente de la planète Terre, oui rien que ça, par le biais d'une explosion, encore mieux, en prenant possession de Downing Street, qui je vous rappelle est la rue de résidence du Premier ministre, mis en place par une famille d'extraterrestres obèses et pétomanes, les Slytherin. Ils sont en fait faits de calcium, ils utilisent les corps humains pour se cacher dedans comme une combinaison, et comme ils sont trop serrés, leur réaction corporelle c'est d'avoir de violentes flatulences. Vous comprenez pourquoi je les ai mis de côté.
Si Harriet semble être un personnage comique, car elle brandit sa carte de députée à tout le monde en disant son nom, c'est une femme intelligente et remarquable. Nous apprenons par le docteur qu'elle devient dans le futur le Premier ministre du Royaume-Uni. C'est en fait grâce aux événements faits avec le docteur qu'elle le devient en fait. Retour à l'épisode de Noël. Harriet est effectivement devenue Premier ministre et son tic de toujours présenter sa carte ne lui est pas passé, sauf que maintenant les gens lui répondent « Oui, je sais qui vous êtes ». Forcément, imaginez Obama qui répète à tout le monde « Bonjour, je suis Barack Obama, président des USA ». Mais grâce à elle, la Grande-Bretagne est dans son âge d'or. Harriet Jones est donc Premier ministre et ce Noël est particulier pour elle. En effet, une sonde 100% anglaise est sur le point d'atterrir sur Mars, d'où elle va diffuser les premières images de la planète. Je vous rappelle que cet épisode date de Noël 2005, ce n'est pas si éloigné, mais on a eu une nette progression depuis dans le domaine spatial. Cependant, la sonde est interceptée par un vaisseau qui fonce droit sur la Terre. Alors que le public est censé voir les images de Mars pour la première fois, il voit à la place une tête d'alien, un Sycorax, qui clame que la planète Terre appartient à son peuple. Le nom de Sycorax est une référence ici à Shakespeare, une sorcière porte ce nom dans la pièce La Tempête. Vient le dialogue habituel que vous trouvez dans la plupart des films d'aliens. Rendez-vous sinon on vous tue, non on ne se rendra pas et on est armé, ok je lance une attaque pour montrer que j'ai pas peur de vous stupides humains. Cette attaque est assez originale car elle arrive à hypnotiser un tiers de la population mondiale, la poussant à grimper sur les toits des immeubles et d'autres lieux élevés pour se tenir prêt à sauter dans le vide. Harriet comprend que la situation la dépasse et lance un appel à l'aide au docteur via la télévision. Tous se retrouvent téléportés sur le vaisseau des Sycorax. La situation devient de plus en plus critique lorsqu'enfin le docteur se réveille et vient sauver tout le monde, non sans provocation, car il découvre sa nouvelle personnalité en même temps qu'il agit, en citant le roi lion au passage dans la VO. Il propose au chef des Sycorax un duel à l'épée pour le faire partir. Alors que le combat semble perdu, le docteur parvient à retourner la situation à son avantage, non sans perdre sa main au passage tranchée net. Comme il est encore dans la phase des 15 heures de régénération, sa main repousse tout de suite. Le Sycorax essaye de le prendre en traître, mais le docteur, furieux, le fait basculer dans le vide. Le combat gagné, tout le monde retourne sur Terre et les Sycorax s'en vont, avec la promesse de dire partout dans l'univers que la Terre est une planète intouchable. Cela aurait pu se terminer ainsi, mais Harriet Jones ne l'entend pas de cette oreille. Elle avait prévu un plan B et malgré la victoire qui n'est pas la sienne propre, enclenche le plan Torchwood, qui devient le fil rouge de cette saison 2, qui fait exploser le vaisseau. Elle se justifie devant un docteur furieux que la Terre doit montrer sa force de défense lorsqu'il n'est pas là. Mais le 10e docteur n'est pas aussi doux que le précédent et déteste par-dessus tout la trahison. Il décrète pouvoir la faire tomber en 6 mots et les met tout de suite en exécution en chuchotant à l'assistant d'Harriet. Vous ne la trouvez pas fatiguée ? Le soir même, des rumeurs sur son état de santé circulent dans les médias, signant sa fin. Pendant ce temps, le docteur choisit sa nouvelle garde-robe, tranquille, celle que nous lui connaissons. On peut apercevoir en caméo l'écharpe du 4e docteur, très reconnaissable, mais aussi la tenue de Casanova et une robe de Poudlard, deux costumes en référence à d'anciens rôles tenus par David Tennant. Il a en effet joué entre autres Barty Croupton Jr. dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Je ne parlerai pas ou peu de l'épisode 1, Une nouvelle Terre, qui a surtout comme référence le retour de Lady Cassandra O'Brien et sa fin, la référence New York, nom du satellite où ils sont. En fait, c'est le 20e du nom et il rajoute un new à chaque fois. De l'énigme de Face de Beau qui apparaît de nouveau. Ce dernier dit connaître le docteur. Et surtout le fait que Lady Cassandra nous indique que Rose commence à éprouver des sentiments pour ce nouveau docteur qu'elle mate en cachette, élément que j'ai indiqué dans l'introduction. Passons donc à l'épisode 2, un loup-garou royal, Tooth and Claw, la griffe et le croc en anglais. Il s'agit d'un épisode historique et d'horreur mêlée qui fait partie de mes préférés. Pour rappel, un épisode historique comprend dans les personnages principaux un personnage historique réel autour de qui la trame se développe. Dans cet épisode, nous nous retrouvons en 1879 en Écosse, une fois de plus par erreur de calcul, emmenant pile le docteur et Rose devant la garde royale de la reine Victoria. Pour les Britanniques, le titre de l'épisode était un indice parce que Tooth and Claw, c'est le titre du poème préféré de Victoria. Cette dernière est en voyage, un des multiples qu'elle est obligée d'effectuer à cette période, ayant été la cible de 6 tentatives d'assassinat. Elle transporte avec elle le Koh-i-Noor, un diamant indien qui lui a été offert en 1850 pour le 250e anniversaire de la Compagnie anglaise des Indes orientales, car je vous rappelle que l'Inde a été colonisée par les Anglais.
À cette date, le diamant faisait 186 carats, mais le prince consort Albert, époux de Victoria, l'a fait tailler pour améliorer sa brillance, le réduisant, si on peut dire, à 105 carats, ce qui en fait quand même un assez gros caillou. Cette pierre a depuis été sertie sur la couronne de la reine-mère Élisabeth, mère de l'actuelle reine. Cette pierre a donc une importance sentimentale car il s'agit d'un des derniers cadeaux que le prince consort Albert a offert à sa femme. L'image qui transparaît d'elle en France est celle d'une reine Victoria avec une robe noire de veuve, le visage triste. C'est parce qu'en fait, elle n'a jamais supporté la mort de son mari dont elle est tombée amoureuse d'un coup de foudre et dont elle a porté le veuvage jusqu'à sa mort, soit 40 ans plus tard. Si c'est pas une preuve d'amour, ça. La garde royale et le docteur, qui grâce au papier psychique s'est fait passer pour un protecteur de la reine, est obligé de faire escale pour la nuit dans une maison de campagne dont la famille est prise en otage par des moines. Le but est assurément d'assassiner la reine. Pendant la nuit, les gardes ont été endormis et les femmes enfermées à la cave avec Rose, avec à leur côté une cage enfermant un être que la jeune fille devine d'origine extraterrestre. C'est là que l'horreur intervient. Alors que la pleine lune perce à travers les planches fixées de la cave et touche la cage, l'homme qui s'y trouve se transforme en loup-garou et prend la reine en chasse pendant que Rose et le personnel de maison parviennent à s'échapper. Les deux équipes comprennent que cette famille est persécutée depuis très longtemps. Le père de Sir Roberts, le maître du domaine, avait fait recouvrir sa bibliothèque d'huile de gui pour ses vertus répulsives et avait fabriqué une longue vue directement pointée sur la lune. Le docteur comprend que l'atout manquant de cette longue vue est le Koh-i-Noor, qui sert de lentille de projection. La lumière projetée tue le loup-garou. Si de cette aventure le docteur et Rose sortent vainqueurs, la reine Victoria ne s'en amuse pas du tout. Et si elle donne des titres de noblesse au docteur et Rose, elle les bannit également, car ils sont un danger en agissant de manière inconsidérée. Elle décide également de créer un institut qui permettra de défendre le pays des ennemis qui dépassent l'imagination, du nom de la demeure où se sont tenus les événements, Torchwood. Passons à l'épisode 3, l'école des retrouvailles, School Reunion. Cet épisode nous place in medias res dans une école où le docteur s'est infiltré en tant que professeur de physique et Rose en cantinière pour cause de détection d'extraterrestres dans le bâtiment. Cet épisode au schéma narratif digne d'un Scooby-Doo, en effet, on est dans le principe d'un schéma narratif basique. On a un état initial, un événement perturbateur, des péripéties, une résolution et un état final. Trouve cependant une profondeur grâce à l'arrivée de la journaliste Sarah Jane Smith. Qui est-elle ? Pour les fans de la première heure, elle n'est pas inconnue. Elle est en effet une ancienne compagne du docteur, mais aussi une des plus connues et des plus appréciées. Ce qui a fait le succès de cet épisode, c'est bien sûr le fait que son personnage est incarné par l'actrice d'origine, Elizabeth Sladen, toujours en position de K9, le chien robot du docteur qui était très populaire dans les années fin 70, début 80. Petite parenthèse, la traduction littérale en français du prénom du chien, K9, retire tout le jeu de mots anglais. Et c'est vrai, et ça donne un résultat vraiment moche. En effet, avec l'accent, ça donne canine, pour canine, la dent. Et là, on a quand même un peu plus de profondeur. Rose et Sarah Jane, les deux compagnes, passent une partie de leur temps à se chamailler, jalouses l'une de l'autre, et permettent ainsi de citer plusieurs anciens épisodes de la série originelle, mais aussi la résolution d'un événement d'il y a 30 ans resté en suspens chez les fans, et dans le cœur de Sarah Jane qui s'est sentie abandonnée, où le docteur l'a laissée dans la mauvaise ville, et ce, encore à cause d'une erreur de calcul. Cet épisode permet aussi l'introduction d'un autre spin-off, The Sarah Jane Adventure, car nous apprenons que la journaliste n'a jamais cessé de traquer les événements paranormaux dans l'espoir d'y croiser à nouveau le docteur. Cette série sera diffusée de 2007 à 2011 jusqu'au décès de l'actrice. Cet épisode fut aussi un grand événement dans le cœur de David Tennant, car pour un fan de la série tel que lui depuis son plus jeune âge, cela a été un honneur de jouer avec une héroïne dont il a suivi les aventures étant môme. On peut aussi évoquer le fou rire entre Billie Piper et Elizabeth Sladen, qui est réel. David Tennant s'était en effet grimé pour provoquer une surprise, donnant ainsi une dimension sincère à la scène. Je passe tout de même très rapidement sur l'épisode 4, La cheminée du temps, The Girl in the Fireplace. Cet épisode n'apporte malheureusement pas grand-chose au développement des personnages, mais il a reçu de nombreuses critiques positives et a été nommé pour un prix de scénario, réalisé par Steven Moffat, et a reçu un prix pour son interprétation. Cet épisode met en scène de manière brillante la vie de Madame de Pompadour, qui a été traversée par le docteur grâce à des fenêtres temporelles.
Ce dernier se doit de la sauver d'étranges automates qui ont jeté leur dévolu sur elle sans qu'on sache pourquoi. La réponse est donnée à la fin, vous avez qu'à regarder l'épisode. Propriétaire d'un vaisseau abandonné ayant des connexions avec la trame temporelle de la jeune fille. Si au départ la petite Rainette pense à une création de son imagination, elle voit que le docteur est bien réel, car elle vient l'aider à plusieurs périodes de sa vie et tombe même amoureuse de lui. Et oui, encore une qui va l'embrasser. Le scénario étant de Moffat, on y retrouve la phrase fétiche Doctor Who et le Je ne suis pas ta mère en référence au Are You My Mummy du Docteur Dance. A noter que c'est le seul épisode qui ne contient pas la mention Torchwood, contrairement aux autres de cette saison. Enfin, à part, l'actrice qui joue Madame de Pompadour deviendra par la suite la compagne dans la vie réelle de David Tennant pendant 2 ans. Revenons à la trame. Épisode double 5 et 6, le règne des Cybermen, première et deuxième partie, en anglais The Rise of the Cybermen et The Edge of Steel. Ces épisodes sont le point d'orgue de la saison, grâce au retour d'ennemis aussi vieux que les Daleks, mais également le début de la fin pour Rose. Alors qu'elle se trouve avec le docteur et Mickey dans le TARDIS, en effet Mickey est devenu un compagnon depuis l'épisode avec Sarah Jane. Ce dernier, le TARDIS, subit une panne, les faisant passer dans un vortex temporel pour arriver dans un Londres d'un univers parallèle. Dans ce Londres, le ciel est survolé de zeppelins, vous savez ces gros ballons qu'on a vus et qui sont de guerre, mais surtout le père de Rose est toujours vivant, rappel de l'épisode de la fête des pères de la saison 1. Il est devenu un riche inventeur ayant percé dans les boissons énergétiques, ce dont le vrai père de Rose avait tenté de faire avant de mourir précocement. Tous les êtres humains sont connectés entre eux grâce à des AirPods qui envoient des informations minute par minute directement dans leur cerveau. Le créateur de ces bidules super moches ressemblant à des kits main libre est John Lumick, incarné par Roger Lloyd Pack, que vous connaissez sûrement pour l'avoir vu jouer Barty Croughton Senior dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ce qui est assez amusant car une fois de plus, il donne la réplique à Tennant qui a joué son fils. Ce dernier est paralysé et en chaise roulante, une situation qu'il déteste. Totalement mégalo, il souhaite transférer l'humanité dans des exosquelettes pour qu'ils aient tous une santé de fer. Ok, elle était nulle cette blague. Et surtout, pour qu'ils ne ressentent plus aucune douleur, aucun vieillissement, ce sont les Cybermen. Il commence d'abord avec les clochards pour tester son invention, puis grâce à son armée fraîchement créée, il s'attaque à tout le monde. Et parmi eux, il y a Jackie Tyler, dont c'est l'anniversaire, car elle existe aussi dans ce monde. Sauf que dans ce monde-là, c'est une femme exécrable qui n'aime plus vraiment son mari, qui refuse de vieillir, qui a fait le choix de ne jamais avoir d'enfant. Autant de caractéristiques qu'a l'autre Jackie du monde de Rose, mais c'est beaucoup plus doux. Elle a fait le choix de ne jamais avoir d'enfant et comme vous l'aurez compris, donc dans ce monde, Rose n'existe pas. Elle est remplacée par un petit chien qui porte son prénom. Cependant, Pete l'aime et il veut tout faire pour la sauver des griffes des Cybermen. Il va alors faire équipe avec un réseau de résistants, d'où Mickey a été embarqué par erreur car son double existe, sous le nom de Ricky, référence ici à une blague car le docteur l'appelle tout le temps Ricky à la place de Mickey, en compagnie de Rose et du docteur. Malheureusement, Jackie a été transformé en Cyberman et Ricky meurt. Une altercation finale entre l'équipe et l'antagoniste va permettre à Mickey de sauver tout le monde grâce à son bon niveau de pilotage obtenu grâce aux jeux vidéo. Conclusion, jouer aux jeux vidéo, ça peut vous être utile. Se sentant à sa place, dans un monde où son double n'est plus, mais où sa famille vit encore, il demande au docteur de rester, en sachant très bien que ce genre de paradoxe n'arrive normalement jamais, et que la brèche qui s'est ouverte avec le TARDIS se refermera derrière leur passage. Rose fait ses adieux à Mickey et repart avec le docteur. C'est l'une des rares fois où nous avons un compagnon qui décide sciemment de partir et qui n'est pas forcé de le faire. Nous passons directement à l'épisode double 12 et 13 et dernier de la saison, l'Armée des Ombres, Army of Ghosts en anglais, et Adieu Rose, plus connu parmi les fans sous son titre anglais Doomsday, qui veut pouvoir dire la fin du monde ou apocalypse. C'est l'un des épisodes les plus poignants de cette saison, car il signe la fin de Rose Tyler, la scène d'adieu étant un réel point de référence. Il s'agit d'une suite directe des épisodes sur les Cybermen, tournés d'ailleurs en même temps, même si nous avons différentes aventures vécues entre ces épisodes. Il s'agit également de la fin de Mickey Smith et des parents de Rose, Jackie et Pete. Comme je l'ai dit, cet épisode est un des plus populaires de la série depuis sa reprise, nommé lui aussi pour recevoir un prix d'interprétation, finalement celui qui a été obtenu sur Madame de Pompadour.
Cet épisode est aussi mémorable car elle finalise le désir fondé depuis 1967, ça date un peu, de voir apparaître dans un même épisode les deux plus grands ennemis du Docteur, les Daleks et les Cybermen. Nous avons également la toute première apparition de Catherine Tate sous le titre de La Mariée, que nous reverrons plus tard. A noter que ce sont dans ces épisodes qu'apparaît la phrase fétiche du 10e Docteur citée en français dans la VO « Allons-y », ainsi que son rêve de rencontrer un jour un Alonso pour pouvoir dire « Allons-y Alonso ». Je vais vite passer sur l'Armée des Ombres pour me focaliser sur Adieu Rose. Alors que la jeune fille rend visite à sa mère, celle-ci lui raconte que depuis 2 mois, les terriens se sont habitués à voir des fantômes apparaître, et en fait ce sont des expérimentations de Torchwood. Ces derniers sont en effet sur un nouveau projet, un vaisseau Void, qui comme son nom l'indique, permet d'aller dans le Void, cet espace vide qu'il y a entre 2 univers. Mickey, l'ancien petit ami de Rose, a réussi à s'infiltrer par les brèches causées par les expérimentations de Torchwood, et les informe que le Torchwood de son nouvel univers a développé une technologie qui lui permet de voyager d'une dimension à l'autre. La brèche formée s'ouvre totalement pour transformer les fantômes en une armée de Cybermen, directement venus du monde parallèle, envahir la Terre. Cependant, ils ont juste profité des brèches. Le Void n'est pas de leur invention et pour cause, elle vient d'un autre ennemi qui apparaît lorsque le vaisseau s'ouvre, les Daleks, munis d'une arme. Cette arme, au bout d'un tumulte, s'ouvre et fait sortir une armée de Daleks. Cela provoque une guerre entre Cybermen et Daleks en pleine terre. Le docteur comprend rapidement que pour se débarrasser de toutes ces boîtes de conserve, il faut créer une brèche assez grande pour aspirer tous ceux qui ont fait un voyage dimensionnel. Le docteur force Rose à retourner avec tous les autres dans l'univers parallèle, car elle risque d'être aspirée aussi, car elle a des particules. Mais elle parvient à revenir et aide le docteur à activer 2 leviers permettant d'ouvrir une brèche, en se cramponnant à un aimant pour ne pas être attiré. Tous les ennemis sont aspirés, sauf les 4 dirigeants Daleks qui parviennent à s'échapper. Malheureusement, le levier de Rose s'abaisse et il est obligé de lâcher les mains pour remonter le levier. Elle commence alors à être aspirée lorsque Pete, son père, apparaît via un dispositif et la ramène dans son univers, donc dans l'univers parallèle. La brèche se referme derrière eux, laissant Rose dans un univers et le docteur dans l'autre. Ils sont tous les deux dévastés de chagrin. C'est ce moment mémorable qui est retenu par les fans, car c'est vraiment super grave à ce moment-là. Et c'est aussi une référence, si vous ne l'avez pas remarqué, au cycle littéraire À la croisée des mondes de Pullman, où les 2 héros se retrouvent eux aussi séparés dans 2 univers différents. Quelque temps plus tard, Rose fait un rêve dans lequel elle est appelée par le docteur sur une plage, la baie du Grand Méchant Loup en Norvège. Référence ici à la saison 1. Accompagnée de sa famille et de Mickey, elle y trouve un hologramme du docteur, alimenté par une supernova. En effet, il a tué un soleil pour pouvoir lui parler, si c'est pas romantique ça. Elle lui avoue qu'elle l'aime, mais ce dernier n'a pas le temps de répondre et la liaison est coupée. Oh, frustration. Il se retrouve seul dans le TARDIS et en larmes. Quelques secondes plus tard apparaît Catherine Tate en plein milieu du vaisseau, en robe de mariée, et nous laisse ici dans ce cliffhanger. Les fans supposent que le docteur allait très certainement répondre « moi aussi je t'aime » ou quelque chose comme ça, car après tout, pourquoi tuer une étoile si ce n'est pas pour avouer son amour, franchement. Malgré un final pour le moins fort en émotion, Rose ne meurt pas vraiment contrairement à ce qu'elle annonce au début de l'Armée des Ombres. Elle est officiellement portée disparue parmi la liste des victimes de la guerre d'Alex-Cybermen. Une nouvelle vie commence pour elle, avec une famille au complet, car Jackie s'est retrouvée avec elle dans ses voyages dimensionnels. Elle y retrouve Mickey, et elle a enfin un père. Personne n'est laissé en arrière, sauf le docteur, qui, comme toujours, se retrouve seul et le cœur lourd. La relation entre Rose et le docteur s'était modifiée avec le temps, car ils se sont tous les deux trouvés à un croisement de leur vie. Rose désirait une nouvelle vie, et le docteur avait besoin d'humanité pour retrouver un équilibre. Mais apparemment, cette solitude est de courte durée, vu qu'une rousse énervée a débarqué dans le TARDIS sans sommation. Qui est cette femme? Pour le savoir, il faudra regarder le prochain épisode, le résumé de la saison 3. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt peut-être.